Au sommaire de ce journal, 36e Assemblée générale de l'Union africaine, la RDC est représentée à ses assises par son président Félix Tshisekedi. Ce sommet est une occasion pour Kinshasa de dénoncer une fois de plus l'agression rwandaise. Insécurité au Nord Kivu, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International, accuse les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda d'avoir violé au moins 66 femmes dans la localité de Kishiché au Nord Kivu. Et pendant ce temps, en Ituri, les FARDC ont rendu les derniers hommages aux vaillants militaires et soldats tombés sur le champ de bataille en territoire de Djougou. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, la zone de libre-échange continentale, les crises en RDC, en Éthiopie et au Sahel sont les sujets au menu de la 36e Assemblée générale de l'Union africaine dont les travaux s'ouvrent ce samedi à Addis Abeba. La RDC est représentée à ses assises par son président Félix Tshisekedi. Ce sommet de l'Union africaine est une occasion pour Kinshasa de dénoncer une fois de plus l'agression rwandaise ainsi que l'immobilisme et le silence de cette institution. Et puis la délégation de la société civile du Nord et Sud Kivu qui a manifesté vendredi devant le siège de l'Union africaine pour dénoncer l'agression rwandaise a été placée en résidence surveillée ce matin. Aucune sortie de l'hôtel n'est autorisée, situation que déplore un membre de la société civile interrogé sur place. On l'écoute. Aucune sortie de l'hôtel Tolip n'a été autorisée aux membres de la société civile congolaise ce samedi à Addis Abeba où près de 50 policiers et militaires ont été déployés par les autorités éthiopiennes pour empêcher tout mouvement. Une mesure qui fait suite à la manifestation qui a eu lieu hier devant les sièges de l'Union africaine et de l'ambassade de l'Afrique du Sud pour dénoncer le silence de l'Union africaine face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda. Le rendez-vous pris ce matin avec Moussa Faki pour déposer un mémorandum de dénonciation du Rwanda a été annulé, déplore la société civile. En tout cas, nous sommes sous résidence surveillée et pour nous, nous pensons que cela prive notre liberté en tant que citoyens. Et nous sommes même déçus de voir que ces pays dont nous pensions avoir des avancées au niveau de l'Afrique, qui a encore un retard en termes de démocratie. Personnellement, je me demande même de la complicité qui pourrait exister entre ce que nous traversons dans notre pays, parce que nous comprenons pourquoi, dans toute non-violence, nous agissons, mais ça gêne quand même ces pays et la sécurité de ces pays pour passer les démarches de plaidoyer que nous sommes en train de mener. La société civile du Nord et Sud Kivu a voulu, à travers ce sit-in, attirer l'attention de la communauté internationale sur la crise sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo, marquée par les attaques du M23, soutenues par le Rwanda, contre les positions de l'armée loyaliste. Dans l'actualité également, l'Organisation internationale de droits de l'homme, Amnesty International, accuse les M23, soutenus par le Rwanda, d'avoir violé au moins 66 femmes dans une série d'attaques entre le 21 et le 30 novembre dernier dans la localité de Kishiché, à une centaine de kilomètres au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu. Amnesty International étaye ces accusations par des témoignages de 35 victimes et témoins directs. L'organisation dénonce dans un communiqué publié vendredi sur son site des crimes de guerre qui pourraient également constituer des crimes contre l'humanité. Et puis le Rwanda et son supplétif, le M23, ne respectent aucun principe lié au cessez-le-feu. Le dernier des cas est celui du territoire de Massissi où l'armée de Paul Kagame a déployé près de 356 éléments pour renforcer l'axe Kibumba vers le parc de Virunga. Le porte-parole des FARDC dans ce secteur nous donne plus de détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent
une énième violation du cessez-le-feu par le Rwanda Defense Force et l'air supplétif du M23 ce jeudi 16 février 2023 en territoire de Massissi. En effet, c'est depuis 5 heures du matin que les positions des forces armées de la République démocratique du Congo de Rusinda et Mobuo sur l'axe Kichanga ont été attaquées par l'armée rwandaise et ce, en violation des accords du cessez-le-feu voulus par les chefs d'État au pourparlers de Nairobi, au mini-sommet de Luanda et plus récemment à la réunion extraordinaire de Bujumbura. Pour éclairer votre gouvernement, ici est de noter que à chaque violation du cessez-le-feu par le RDF et l'air supplétif, il publie une communication préparée en amont prétextant que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui les ont attaqués afin de couvrir leurs actes belliqueux. En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo informent la communauté tant nationale qu'internationale que ce jeudi 16 février 2023, le RDF-M23 a fait traverser de l'est à l'ouest par la frontière de Gassizi plus de 356 militaires rwandais et ces derniers sont passés par Kibumba dans les Mwaru et ont pris la direction du parc national de Virunga avec comme objectif renforcer l'axe ouest à Kichanga. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent une fois de plus la communauté internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification à constater urgemment ces multiples violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et à prendre des mesures y afférentes. Cependant, les forces armées de la République démocratique du Congo, bien que respectueuses de la volonté des chefs d'État de l'EAC, restent déterminées à répondre à ces actions belliqueuses posées par le RDF M23 afin de protéger la nation et sa population. Et puis les FARDC en Ituri, en tête le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuya Kashama, ont rendu les derniers hommages aux vaillants militaires et soldats tombés sur les champs de bataille en territoire de Djougou le 27 janvier dernier. L'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, en mission de commandement, a pris également part à cette cérémonie funéraire. Au pas cérémonial, Anthony Bariolé, coiffé en béret rouge, vert et noir, toutes les unités de l'armée et de la police ainsi que la population, les commandements de la 30e région militaire, en tête le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny, ont rendu les derniers hommages aux vaillants militaires et soldats tombés sur le théâtre des opérations à territoire de Djougou le 27 janvier 2023. De la prédication à l'oraison funèbre collective où les qualités de ses compagnons d'armes ont été reconnues par le chef d'état-major de la 32e région militaire. C'est à juste titre que les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la force terrestre, la 3e zone de défense, la 32e région militaire et l'état-major secteur opérationnel Ituri en particulier, regrette très profondément vos disparitions. Vous avez été pour nous les modèles. Une cérémonie militaire marquée par la présence de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, en mission des commandements en Ituri, qui a interpellé les Ituriens au respect de leur armée. Mboka oyo ezali mboka na biso. Nazali ko benga ko exhorter nos frères civils que bakozalaka na armée mususu te à part le FARDC. Musala ya soda ezali musala ya sacrifice. Ezali musala ya lokumu. Soda ezali mutu il faut qu'on respecte ye. Dans la même veine, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny, partage sa peine avec les familles éplorées. Nous ne serons jamais anéantis. Ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Ituriens, parce qu'ils aiment leur pays et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. Nzambe na biso tala ba mama na biso ndenge bazo souffrir awa
garde-les, protège-les, donne-leur la force d'éduquer nos enfants, ceux qui sont restés seuls sans père. Les commandants des opérations militaires en Ituri réitèrent la détermination et l'engagement des forces armées à restaurer l'autorité de l'État. Que leurs âmes reposent en paix. Et face à l'évolution préoccupante des dépenses en début d'année, le ministre des Finances a recommandé la suspension jusqu'à nouvel ordre des paiements de la dette intérieure omis, celle déjà engagée, ainsi que la réduction des paiements par procédure d'urgence. C'est ce qui ressort du Conseil de ministres présidé vendredi par le Premier ministre Samalou Kondé. Le ministre des Finances a rendu compte au Conseil des ministres de la situation des finances publiques au 31 janvier 2023 et du déroulement de la mission technique du Fonds monétaire international qui a séjourné à Kinshasa du 8 au 14 février en vue de préparer la 4e revue du programme au titre de la facilité élargie de crédit. En ce qui concerne les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 janvier 2023, elles sont de l'ordre de 1151 milliards de francs congolais contre une prévision de 1098 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 105% par rapport aux assignations budgétaires annuelles. Comparé à janvier 2022, l'augmentation est de 12%. Les dépenses se sont chiffrées à 1659 milliards de francs congolais, laissant un déficit de 496 milliards, occasionné principalement par les dépenses sécuritaires, les mises à la retraite ainsi que le fonctionnement. Il a été intégralement financé par les bons de trésor, les obligations du trésor et les appuis budgétaires des bailleurs. Face à cette évolution préoccupante des dépenses, en début d'année, le ministre a recommandé les mesures suivantes. La suspension, jusqu'à nouvel ordre, des paiements de la dette intérieure, hormis celles déjà engagées. Les ralentissements des dépenses de fonctionnement jugées non contraignantes, la limitation au strict minimum des dépenses effectuées en cash, le strict contrôle, au moins le mois de l'évolution de la masse salariale, le strict respect de la chaîne de la dépense et de la réduction des paiements par procédure d'urgence. Identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. Le président de la CENI, Denis Kadima, séjourne à Bouta dans le Bas-Ouélé pour apporter son appui au personnel de la CENI pour une meilleure exécution de l'opération dans cette partie du pays. Kormaki Sangami, le numéro 1 de la centrale électorale, s'est entretenu avec le gouverneur du Bas-Ouélé, Jean-Robert Nzanza Bompiti, sur la situation sur place. Liant la parole à l'acte, Denis Kadima, accompagné du secrétaire exécutif provincial Claudine Bazegoto, s'est rendu dans quelques centres d'inscription pour en prendre la température, encourageant le personnel commis à la tâche à l'accomplir en toute responsabilité pour rendre le service attendu d'eux au profit de la population. Le but est simple, c'est celui de venir apporter mon appui et l'appui de mon équipe à nos collègues qui sont ici au niveau du secrétaire exécutif provincial afin de faire avancer bien le processus d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Et au secrétariat exécutif provincial, le président de la CENI a échangé avec le personnel local de la centrale électorale, se montrant réceptif à leurs préoccupations et donnant quelques orientations pour l'amélioration de leur rendement. La carte d'électeur aujourd'hui, ce n'est pas que pour voter, mais ça fait office de récépissé pour l'obtention de la carte d'identité nationale. Je ne peux que vous encourager. La RFE, ici vous avez bénéficié de tout ce qu'il y a eu comme amélioration. Vous venez dans la dernière ère, vous avez un logiciel beaucoup plus stable et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenions pas, que nous comprenons maintenant. Donc profitez-en pour enregistrer nos compatriotes qui vivent dans cette partie du pays.
Et puis la gouverneure de la province du Haut-Lomami est à la tête d'un grand accueil réservé à l'ambassadeur Dani Banza à Kamina. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du relèvement du Haut-Lomami. Le conseiller du chef de l'État a invité tout le Haut-Lomami à accompagner la gouverneure qui s'est démarquée par le souci de la population. C'est un pari gagné pour la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi. Dani Banza Maloba, conseiller du chef de l'État en matière d'intégration régionale, est arrivé à Kamina dans le Haut-Lomami. Un accueil délirant d'un fils du terroir, la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi est rassasiée de joie. Elle a salué la visite d'un homme qui rend visible la vision du chef de l'État. Prenant la parole, le diplomate congolais a insisté en invitant la population du Haut-Lomami à se ranger derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et comprendre la réussite du leadership féminin de Isabelle Kalenga. C'est la première femme à gérer cette province qui est la nôtre. Veuillez l'accompagner. Cette province n'est pas facile. Elle est dure à gérer. Elle est isolée, loin de tout. Et nous verrons où va-t-elle nous amener. Durant son séjour, l'ambassadeur Dani Banza Maloba a obtenu sa carte d'électeur dans sa province d'origine. Je vais venir m'enrôler dans mon territoire, ma province d'origine. Donc je viens accomplir un devoir civique, celui d'avoir une carte d'électeur pour pouvoir voter le moment venu, les dirigeants de mon choix. Satisfait de l'accueil, l'homme d'État a rassuré les Haut-Lomami d'un accompagnement sociopolitique, mais aussi économique au sommet de l'État. Le cardinal Fridolin Ambongo devient le président des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. En termes simples, au-delà de la République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo est devenu le premier représentant de l'Église catholique sur le continent noir. Le sénateur Matata Ponyo séjourne en France. Dans le cadre de ses recherches scientifiques, il a profité de l'occasion pour visiter les grandes bibliothèques françaises en vue de cimenter ses connaissances dans la bonne gouvernance et le leadership. Certains contacts avec les politiques ne sont pas à exclure. C'est par un régulier d'Air France que le sénateur Matata Ponyo a foulé le sol parisien ce vendredi 17 février 2023. À peine arrivé que déjà à 10 heures locales, il visite la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer sur la 19e avenue du Général Leclerc, 75 001 Paris. Son hôte, c'est le professeur des universités et le président de l'Académie qui lui fait visiter les différentes salles du bâtiment abritant la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer depuis 1942. Le passage dans chaque salle est ponctué d'explications du professeur auquel réagit Matata Ponyo. Dans une des salles, on montre à Matata Ponyo un livre sur le Congo dans lequel il est notamment question des réflexions sur la gouvernance et le bassin du Congo. Après la visite de la bibliothèque, Matata Ponyo et sa suite ont eu une séance de travail d'une heure avec son hôte. Notez par ailleurs que l'Académie des sciences d'Outre-mer se compose de 100 membres titulaires, 25 membres libres, 50 membres associés, soit 165 membres et 100 correspondants. Cette académie tient des séances les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois, au cours desquelles ses membres ou des personnalités extérieures présentent des communications sur des sujets de la compétence de l'académie. Celle-ci a une revue, Monde et Culture. Sa périodicité est d'une année et la revue est publiée depuis l'origine de l'académie. Ces publications consistent en des comptes rendus de toutes les séances de l'académie, tels que les discours de réception des nouveaux membres et les communications des académiciens et celles d'autres personnalités. La devise de l'académie se compose de 4 verbes: savoir, comprendre, respecter et aimer. Toujours en dehors de nos frontières, le footballeur Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea, a été retrouvé mort en Turquie à 31 ans. L'international ghanéen fait partie de nombreuses victimes du récent séisme survenu dans le sud-est du pays. Il a été retrouvé, selon les médias turcs, sous les décombres de la résidence Ronsas, une tour de 12 étages qui s'est effondrée.
En sport éliminatoire Cannes 2023, c'est officiel. Les Léopards de la RDC joueront leur match à domicile contre la Mauritanie au stade Japona de Douala au Cameroun. C'est le choix fait par la Fédération congolaise de football association après la non-homologation par la CAF du stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette information est tombée comme un coup de tonnerre sur la sphère du football congolais. Le choix du stade Japona de Douala par la Fédération congolaise de football association. Déjà, l'opinion se pose la question, pourquoi faire déplacer le match des Léopards au Cameroun alors qu'il y a un stade homologué à Lubumbashi? Ce choix n'a pas laissé indifférent certains joueurs à l'instar de Wissa Yohane qui a écrit sur son compte Instagram « Et voulez-vous qu'on soit les meilleurs? C'est honteux ». Fin des citations. Dans une proposition de Sébastien Desabre faite à la Fédération congolaise de football association, les managers des Léopards estiment qu'au vu de la décision de la Confédération africaine de football de ne pas homologuer le stade de Martyrs de la Pentecôte pour le match contre la Mauritanie, je vous exprime mon souhait pour un terrain de repli. La première est de jouer dans le seul stade homologué du pays, à savoir le stade TP Mazembe. Argument principal, avoir le soutien populaire et rester dans son pays pour un match à domicile. La seconde est de jouer à l'extérieur du pays dans un stade en gazon naturel de qualité. Argument principal, jouer sur une pelouse naturelle de très bonne qualité afin de profiter de la qualité technique de nos joueurs. Un terrain synthétique de qualité moyenne serait un handicap pour nous. Les Léopards de la RDC devront donc batailler loin de leur public le 20 et le 28 mars prochain en match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 dont la phase finale se jouera en janvier 2024. Réuni comme un seul homme, le mouvement sportif de la jeunesse du Congo a bravé le soleil pour répondre présent à la marche de soutien au ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, partant de la station Mollard au stade des Martyrs en passant par la station Bongolo et Rond-Point Victoire. Ce mouvement a fait une déclaration avec plusieurs dénonciations liées au sport et à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Réunis ce vendredi 17 février 2023, dans un cadre essentiellement sportif, les jeunes ayant les sports comme passion avons constaté avec amertume la politisation du secteur sportif de notre pays, qui est la RDC. Suivons attentivement les enjeux de leur caisson, l'élimination des Léopards seniors au CHAN, le financement des différents championnats, cas de la Linafoot, la quête de médailles obtenues par les dignes fils et filles du pays dans différentes disciplines sportives, l'avancement des travaux de réhabilitation du stade de Martyrs, etc. L'association de jeunes sportifs félicite le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté de rehausser les secteurs sportifs congolais en incluant la question liée aux infrastructures sportives dans les projets de développement des 145 territoires dont l'exécution est en cours. Un grand remerciement au gouvernement chapeauté par M. Jean-Michel Samalou Kondé et toute son équipe qui travaille pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, qui place le peuple au centre de toute préoccupation. Bref, le peuple d'abord. Au regard de ce qui précède, nous soutenons avec la dernière énergie le ministre des Sports et Loisirs, M. Serge Chembo Kondé, car ces derniers travaillent de manière acharnée avec beaucoup de compétences pour la matérialisation de la vision du chef de l'État dans les secteurs sportifs. Très habile et disponible pour les sportifs, M. Serge Chembo Kondé est du reste préoccupé par l'accomplissement de la vision du chef de l'État au profit du peuple congolais en général et des sportifs en particulier. Nous mettons en garde toute personne mal intentionnée dont l'objectif est de saboter les réalisations du chef de l'État dans les secteurs sportifs et réitérons notre soutien indéfectible au ministre des Sports et Loisirs, l'homme qui porte les sports congolais dans son cœur. Ce journal est terminé, place au rappel de titre.
36e Assemblée générale de l'Union africaine. Les travaux s'ouvrent ce samedi à Addis Abeba. Ce sommet de l'Union africaine est une occasion pour Kinshasa de dénoncer une fois de plus l'agression rwandaise. Insécurité au Nord Kivu, l'organisation internationale Amnesty International a accusé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda d'avoir violé au moins 66 femmes dans la localité de Kishiché au Nord Kivu. Et en Ituri, les FARDC ont rendu les derniers hommages aux vaillants militaires et soldats tombés sur le champ de bataille en territoire de Djougou. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.